Alors, tout ça pour dire que l'ordre dans lequel on fait les modules ordinaires, les épreuves de pistage, modules de consolidation, quel est l'ordre optimal de ça? On souhaitait vous poser la question pour avoir votre rétroaction et vous venez de le faire. Là, on a une idée de comment vous vous situez. Et c'est vraiment sur le terrain que ça va se décider, là. Quel est l'ordre le plus payant? Alors, si on récapitule, c'est pas difficile. Ce que Chantal propose, c'est de faire module ordinaire, module de consolidation pour consolider les maillons faibles, ensuite épreuve de pistage. Et si, après épreuve de pistage, vous êtes devant un apprenant qui a encore de grandes faiblesses sur un ou plusieurs graphèmes, là, c'est de voir comment on pourrait travailler en individuel avec cette personne pour revenir sur les modules particuliers et retravailler des activités. Un module ordinaire est typiquement organisé de cette manière, c'est-à-dire qu'on commence par se centrer sur le son vedette. Ce qui nous amène maintenant à vous présenter ou représenter les activités d'un module, et en particulier celui qui porte sur le C-dur. Et ce qu'on avait pensé faire, Denise et moi, c'est l'exercice qu'on aimerait vous faire pour quelques activités, c'est de vous engager dans une activité de réflexion sur ce qu'exige l'activité qu'on demande aux apprenants de faire. Alors, on va commencer par la première partie. Et dans la première partie de la leçon sur le C-dur, on a 3 activités. Des activités que vous connaissez déjà parce que ce sont des activités qui reviennent. Identification du son vedette dans un texte, identification du son vedette dans des mots représentés par une image, production de mots qui contiennent le son vedette à partir d'une étiquette catégorielle. Alors, si on vous demandait de répondre à la question suivante, on prend l'activité 1.1, par exemple, dans le module sur C-dur, et on pose la question, qu'est-ce que cette activité exige de la part de l'apprenant? C'est-à-dire, qu'est-ce que l'apprenant doit pouvoir faire pour réussir cette activité? Une manière d'aborder une question comme celle-là, c'est de se demander, qu'est-ce que le formateur fait dans cette activité? Quelle est la consigne qu'il donne? Comment formule-t-il l'exigence qu'il pose à l'apprenant qui va faire l'activité, dans un premier temps? Et dans un deuxième temps, qu'est-ce qu'on s'attend que l'apprenant fasse pour répondre aux exigences de l'activité? Alors, si on prend la première activité dans laquelle on lit un texte aux apprenants et on leur demande d'identifier les mots qui contiennent le son vedette. Alors, qu'est-ce que Denise, comment tu raisonnerais cette activité-là? OK. Alors, qu'est-ce que le formateur fait? Bien, premièrement, dans l'activité 1, on lui demande de lire un texte. Il dit des mots oralement aux apprenants pour que ceux-ci fassent ce qu'ils ont à faire. Alors, comme formatrice, je dirais aux apprenants, justement, comme un texte, où je dirais un texte, où je dirais des mots comme au Canada, le code postal est une série de 6 caractères. Ça, c'est ce que la formatrice doit faire. Maintenant, ce que l'apprenant doit faire. Alors, dans ce cas-ci, c'est assez simple parce que l'apprenant a écouté, évidemment, mais il a à identifier les mots qui contiennent le son vedette. Maintenant, dans les prochaines activités, on va voir que la complexité, il va y avoir une gradation dans la difficulté des activités. Mais là, pour le moment, c'est ça. Alors, on pourrait représenter l'explication de Denise de la manière suivante. Ce qu'on donne comme instruction à l'apprenant, on lui dit des mots qui contiennent le son vedette, c'est ce qu'il reçoit, donc il reçoit l'information à l'oreille, et ce qu'il doit faire, c'est identifier les mots qui contiennent, les mots qu'il a entendus et qui contiennent le son vedette. Ce qui est particulier dans cette activité, c'est que l'information lui est donnée oralement et l'identification se fait à partir de l'oral. Maintenant, voyons ce qui se passe dans la deuxième activité dans laquelle, là, on représente les mots par des images. Alors là, Denise
si tu allais nous raconter ce qui se passe dans la deuxième activité, qu'est-ce que tu nous raconterais? D'accord. Et alors, le formateur fait une chose. J'ai pas d'image, mais j'ai des clés. C'est dur. J'ai pas de Cadillac. J'ai pas de PowerPoint. Pas de vol de banque au Alors, c'est ce que le formateur fait. Il montre une image, un objet. Ce que l'apprenant doit faire maintenant, c'est devenu un petit peu plus compliqué. Parce qu'on ne lui dit pas le mot. Donc, il doit évoquer le mot. Ensuite, évidemment, il dit le mot dans sa tête. Il doit faire l'analyse du mot. Puis ensuite, finalement, décider si le son vedette est présent ou non. Alors, c'est beaucoup de choses à faire. Vous voyez, la complexité est grandissante. Donc ici, qu'est-ce que fait le formateur? Le formateur ne donne plus un mot à l'oral. Dans l'activité 1.2, l'information devient une image, ne contient aucune information phonologique à proprement parler. L'information phonologique, dans ce cas-ci, va être générée par l'apprenant lui-même. Le stimulus déclencheur est une image. L'apprenant doit évoquer le mot qui correspond à l'image, le dire dans sa tête et faire une analyse phonologique de cette représentation phonologique qui ne lui a pas été fournie par le formateur. Alors là, on est, sur le plan de l'exigence de l'activité, on est une coche plus loin. Maintenant, alors vous voyez que de la première activité à la deuxième, là, on a introduit un facteur de difficulté supplémentaire. On oblige l'apprenant à faire quelque chose de plus, à internaliser des processus comparativement à la première activité. Dans la prochaine activité, alors dans ce cas, ça c'est l'activité de production, c'est-à-dire qu'on donne une catégorie et là, on demande aux apprenants de nous fournir des mots à l'oral qui contiennent le son vedette. Denise, qu'est-ce qu'on fait de celle-là? Comment est-ce qu'on pourrait décrire ce qui se passe dans cette activité? Et le formateur donne une catégorie. Alors, ça peut être, je sais pas, les animaux, les noms, prénoms, disons. Et là, ce que l'apprenant doit faire, il doit creuser ou faire une recherche dans son vocabulaire oral. Il doit choisir ceux de la catégorie. Ensuite, il doit prononcer chaque mot dans sa tête pour retenir seulement les mots qui contiennent le son vedette. Alors là, encore là, complexité grandissante. Réaction. Alors, si je comprends bien l'activité 1.3, c'est que nous, on disait dans le pilote, souvent, nos personnes apprenantes, ce n'était pas les mots qu'ils connaissaient, n'est-ce pas? Alors, si je comprends bien, c'est qu'on pourrait lui demander les mots de chez eux, avec un C dur. Là, nous, on pourrait les noter, puis on pourrait améliorer ça en allant chercher le photo, les images. Excellent. Et ça revient souvent dans l'évaluation que c'est une activité que les apprenants aiment faire à cause de cela. C'est parce que là, ils puissent Donc, on dans leur ferait vocabulaire notre dictionnaire avec le mot qui... Oui, c'est une activité qu'on peut facilement enrichir. Oui. Quand on vous donne des listes, je vais revenir à votre question dans une seconde, quand on vous propose des exemples dans le pilote, c'est vraiment des suggestions, juste au cas où vous voyez que là, vos apprenants sont en panne, ils n'arrivent pas à penser à un vêtement, un nom de vêtement qui contient, ou un légume qui contient le cédure. Là, vous pourriez leur donner un exemple, puis on vous fournit des exemples pour amorcer le processus. Mais ce qui est intéressant dans cette activité, c'est de mettre les apprenants en projet, c'est-à-dire qu'eux sont en action et là, ils fouillent leur vocabulaire interne pour trouver des mots qui répondent à deux conditions, la catégorie et la présence du son vedette. Alors là, vous avez, ce qu'on se trouve à demander, là, c'est un peu, vous rappelez-vous tantôt quand on travaillait avec Omnilex, puis qu'on disait Omnilex, OK, là, on va avoir des mots qui contiennent le son vedette, des mots de 4 lettres. Bien, c'est un peu ça qu'on leur demande. On leur demande de consulter leur propre base de données interne en leur donnant des contraintes qui les obligent à appliquer un filtre et là, vous sortir des mots qu'ils connaissent, qui font partie de leur vocabulaire oral et qui sont en accord avec les deux critères qu'on leur a donnés. Ça, c'est un travail mental, c'est un travail très internalisé, mais ça fait travailler le vocabulaire. Dans la partie 1, quand on travaille la conscience phonologique, on fait travailler les oreilles. On ne fait pas travailler la vue, on fait travailler les oreilles. Alors, si on entend le son, on répond aux critères. Est-ce qu'on pourrait pas à ce moment-là en profiter pour expliquer, par
une autre façon de faire ou est-ce que tu préfères non? Je ne pense pas que c'est le bon moment pour le Non, faire. OK. On veut, C'est juste une question que j'avais. parce que dans la partie 1, ce qu'on veut vraiment faire, c'est travailler la prise de conscience du son. On travaille au son, on travaille à l'oreille. Ultérieurement, on travaille dans une autre modalité sensorielle, mais au début, je pense, il faut se rappeler que la fonction de la première partie, c'est de consolider le phonème qui est le pivot du module sur lequel on travaille. Donc, on veut consolider le son avant d'introduire le graphème. À l'étape 2, on est encore dans le travail axé sur la conscience phonologique, mais cette fois-ci, ce qu'on se donne comme objectif, c'est d'approfondir le son vedette. Alors là, ce qu'on aimerait après vous avoir démontré un peu comment on travaille dans la manière de raisonner chacune des activités, on aimerait vous entendre sur les activités. On ne va pas faire ça pour toutes les parties du module sur le C-dur, mais on aimerait vous entendre sur les activités de la deuxième partie. Si on faisait ensemble l'activité qu'on a fait, Denise et moi, tantôt, par rapport à l'emplacement du son vedette, comment est-ce qu'on pourrait raisonner ou décrire l'activité qu'on fait faire aux apprenants quand on leur présente des mots à l'oral et on leur demande de nous dire, de nous donner l'emplacement de ce phonème dans la structure du mot? Pour se donner une emprise sur cette activité, la première chose à faire, c'est de se dire qu'est-ce qu'on leur donne comme information? Est-ce qu'on leur donne un mot? Est-ce qu'on prononce le mot? Est-ce qu'on leur montre une image? Qu'est-ce qu'on leur donne comme information? Quel est le stimulus déclencheur? Alors, dans celle-là... On leur donne un mot. Oui, c'est ça. Hmm. On dit un mot, le formateur dit un mot. Oui. Donc, le stimulus déclencheur, c'est le résultat d'une prononciation qui contient le son vedette. Alors ça, c'est important parce que ça détermine, au départ, ça détermine l'exigence de l'activité dans laquelle l'apprenant va s'engager. Alors, une fois que l'apprenant a reçu ce mot à l'oral, qu'est-ce qu'il lui reste à faire? Déjà, pour que ce soit plus facile, pour lui, souvent, il le répète déjà. Ah, oui. Très souvent, il le répète. Oui. Et après, il suit les instructions qu'on lui a données. Donc, il sait qu'il doit décomposer en syllabes. Donc, souvent, il le décompose dans sa tête parce qu'on le voit plus ou moins compter sur ses doigts suivant la longueur du mot. Et puis, il l'analyse pour savoir où est le son vedette. Oui, segmentation. Puis, la segmentation. Puis, il nous donne le nom. Oui. Les syllabes. Oui. Alors ça, que l'apprenant répète le mot, ça, c'est pas atypique. Hein? Qu'est-ce qu'il fait l'apprenant? Il a compris que s'il s'engage dans une activité d'autorépétition, il va mieux le retenir parce que là, comme il doit faire l'analyse mentalement de la structure phonologique du mot, il doit pouvoir le consolider dans sa mémoire. Il doit être, ce mot, la représentation de ce mot doit être solide en mémoire phonologique. Une manière de le faire, c'est de se le répéter. Ensuite, de le reprononcer en le segmentant. Et ensuite, une fois que ce mot a une représentation phonologique segmentée en mémoire phonologique, il compte les syllabes et il vous donne l'emplacement. Alors, vous voyez que même dans une activité qui a l'air tout à fait banale comme celle-là, l'apprenant, pour la réussir, doit s'engager dans une activité de représentation mentale et de travailler beaucoup avec des représentations internalisées. Et ça, ce travail-là, à force de le faire, ça va nous conduire ultérieurement à un apprenant qui va être capable de faire beaucoup d'opérations silencieusement. Là, tu es en train de dire qu'il est en train d'enregistrer le mot. C'est ça qu'il est en train de faire. Oui. Il est en train d'enregistrer. Oui. Ça arrive qu'il ait des syllabes, des fois en le répétant. Ah, tout à fait. Parce que plus le mot est long et plus c'est difficile. Oui. Comme dans le bloc de consolidation. Il fait j'ai oublié une syllabe ou deux syllabes, alors je le répète, puis des fois on le répète ensemble. Oui. Et c'est ça qui est intéressant. Puis il y a toujours un ou une qui a trouvé. Alors on fait non, c'est pas ça, c'est pas la bonne réponse. Oui. Puis votre apprenant qui dit « j'ai oublié une syllabe », ce qu'il est en train de vous démontrer, là, c'est qu'il est en train de vous démontrer le monitorage de l'analyse phonologique. Un peu comme on en parlait dans le contexte de la compréhension, mais c'est le même concept. Il se rend compte qu'il a oublié un morceau, qu'il y a un morceau qui a dérapé. Et ça, c'est très important, cette prise de conscience.
c'est un progrès important de pouvoir prendre conscience de morceaux de la représentation phonologique qui manquent dans le processus d'analyse. Maintenant, si on prend la prochaine activité, je l'ai mis à l'écran, là, je l'ai mis entre crochets parce que dans le module sur Cédure, nous ne l'avons pas retenu, cette activité, parce que à ce stade-ci, nous pensons que pour plusieurs des nouveaux graphèmes, l'apprenant a maîtrisé la capacité à identifier le phonème vedette en position initiale et en position finale. Donc, on n'a pas retenu cette activité dans la leçon sur Cédure, mais si on l'avait retenue, ça me permettrait de vous poser la même question. Qu'est-ce qu'on lui demande de faire qu'est-ce qu'il doit faire dans ce cas-ci pour réussir l'activité? Sachant que, dans ce cas, typiquement, ce qu'on fait dans cette activité, c'est que, cette fois-ci, on ne lui donne pas le mot nécessairement à l'oral, on lui montre une image. Donc, le stimulus déclencheur est, dans ce cas-là, une image. Et là, vous me racontez la suite. Qu'est-ce que l'apprenant fait dans sa tête pour réussir cette activité, sachant que le stimulus déclencheur est une image? Il doit identifier l'image. Ouais. Première chose, l'image doit évoquer un mot. Si le premier mot qui vient, supposons qu'on a, prenons l'exemple de cadeau. Bon, on a cadeau, l'image d'un cadeau, mais le mot qui vient spontanément à l'esprit de l'apprenant, c'est un mot autre que cadeau qui ne contient pas le graphème vedette. Bon, ouais, Tu peux même dire ouais, paquet. ouais, ou paquet. Ça arrive que des fois, ils disent un autre mot, mais que ça correspond exactement à l'exercice. Donc, Oui. je laisse, Ben oui. puis l'exercice est le même. Tout à fait. Parce que même si l'apprenant arrive avec un mot alternatif comme paquet, on atteint notre objectif de toute façon. Parce que l'objectif, c'est de faire ce que vous êtes en train de me raconter. Dans les évaluations, il y a un centre en particulier, ou deux centres, qui disait qu'il revoyait toujours les mots de vocabulaire avant de commencer la leçon. Oui, bien, C'est écrit, mais on voit que c'est... Alors, il faut souvent répéter que c'est pas du vocabulaire, je suis d'accord avec toi, c'est pas du vocabulaire des fois qui est commun. C'est comme Alain disait, dans certains sons ou certains phonèmes, c'est difficile d'aller chercher des mots. Et Annie se tire les cheveux de la tête pour aller chercher une image qui Qui est représentative. Qui est très représentative et commun dans la tête de tous les apprenants. On n'en trouvera pas. Alors, je pense que, puis comme dit, pourvu que tu atteignes ton objectif. C'est ça. Il faut se rappeler l'objectif qu'on recherche dans l'activité. Puis l'objectif, c'est d'amener l'apprenant à s'engager dans une séquence d'activités pour résoudre le problème qu'on lui pose. Et cette séquence d'activités, vous étiez sur le point de me la donner. Hein? Je ne vais pas donner la réponse. Hein? Bien là, on vous écoute. Il Alors, identifie, oui. ensuite il analyse le mot, Puis, ben, et puis il voit s'il y a le son au début. Si c'est le cas, il nous dit. Oui. Si c'est à la fin, bon, ça dépend. Si on fait 2 ou 3, Tout à fait. il saura analyser. Après son analyse, il saura si c'est au début. Oui. Et si je peux me permettre d'ajouter un détail, c'est que, vous allez le voir, dans les mots qu'on a choisis, parfois, le son vedette est dans le mot, mais pas en position initiale. Il peut être dans une position autre que la position. Alors là, il y a une discrimination supplémentaire que l'apprenant doit faire. Il doit déterminer si le son vedette est dans la structure du mot et en plus, si le son est dans la position qui correspond à la consigne de l'activité, en position initiale ou en position finale. Alors, pour faire ça, l'apprenant doit pouvoir encore là travailler avec des représentations internalisées, conserver l'information en mémoire, et ça, c'est très important en lecture, de pouvoir conserver des informations en mémoire, de développer sa mémoire, et de faire ce travail d'analyse qui exige beaucoup de souplesse cognitive. Et à force de le faire, vous allez voir des progrès. À force de passer, en passant d'un module au suivant, vous avez peut-être remarqué que les apprenants, arrivés à un certain stade, là, vous n'avez plus besoin même de leur donner la consigne au complet. Vous dites quelques mots, vous évoquez la consigne, ils savent exactement ce qu'ils ont à faire. Vous n'avez plus à lire la consigne
en détail, ils la connaissent. J'imagine que d'avoir vraiment décortiqué chaque étape, c'est utile, ça serait utile aussi pour l'apprenant de savoir quelle étape exactement ils doivent faire pour répondre à la question. C'est comme vraiment aller comme en... c'est quoi le mot que je cherche? C'est vraiment... aidez-moi là. Bien, Nathalie, ce que je comprends de ton commentaire, c'est que si on mettait l'apprenant dans une activité de monitorage à voix haute, on pourrait aider l'apprenant à prendre conscience de ce qu'il est en train de faire dans sa tête pour réussir à résoudre le problème de l'activité de manière explicite. La question que ça pose pour moi, c'est à quel moment on devrait commencer à faire ça? Parce qu'au tout début, là, on part de tellement loin. Et l'apprenant a à s'approprier chacune des activités. Quand il la revoit, s'assurer qu'on lui redemande effectivement de faire quelque chose qu'il a déjà fait. Après un certain temps, les activités sont maîtrisées. Les apprenants se sont appropriés. Et là, on peut aller une étape plus loin. Ce qu'on n'a pas déterminé encore dans notre travail sur le PILA, c'est à quel moment on peut se permettre d'enrichir les activités que les apprenants se sont appropriés. Et ça, on n'a pas encore déterminé à quel moment ce serait le moment, là, le point judicieux pour s'engager dans ce genre d'activité. On ne le sait pas encore. Mais je pense que ce serait très payant parce que à partir du moment où vous amenez l'apprenant à pouvoir faire ça, vous le préparez à faire le monitorage de la compréhension parce que c'est le même genre de problème qui va se poser en compréhension. Ça pourrait vraiment enrichir votre processus. Puis donner des points d'appui, de permettre à l'apprenant, quand l'apprenant se trouve dans une impasse, de diagnostiquer le problème dans lequel il se trouve. Est-ce qu'il se rend compte qu'il a oublié le mot sur lequel il travaillait? Où se trouve le problème dans la séquence des événements? Au tout début du PILA, c'est probablement trop tôt pour faire ça parce qu'il y a trop de nouveautés, mais ultérieurement, probablement qu'on pourrait commencer à faire ça, mais on n'a pas déterminé, comme je le disais tantôt, le moment optimal là, où on peut commencer à faire ça. Ça pourrait aider dans le transfert aussi, dans le transfert ensuite à d'autres sons, comme une fois qu'il a réfléchi à ça, bien là, il pourrait réappliquer dans un autre contexte. Oui. Ordinairement, ce qu'on voit là, au fur et à mesure qu'on avance dans les modules, c'est que les apprenants arrivent à anticiper ce qu'on va leur faire et ils l'exécutent plus rapidement. Donc, la vitesse d'exécution augmente au fur et à mesure qu'on avance dans la séquence. Moi, j'ai une question que je me pose, parce que ce que j'entends, c'est que l'image, parfois, donne une fausse piste à l'apprenant quand il regarde la photo, puis selon le vocabulaire qu'on a et tout ça. Puis si je regarde l'activité 2.2, le but de l'activité, c'est de travailler avec plus d'intensité l'analyse phonologique des mots. Je me demandais si ça n'aurait pas été plus... puis je vous laisse ça à savoir si ça répond quand même au but de l'activité. Si on avait eu des images, que le son aurait été dedans. Donc, ça aurait enlevé cette difficulté d'image-là si on avait dit, on avait montré la première image, puis que l'apprenant avait su qu'il y a un C dur dedans. Il y a un mot, donc, ça irait chercher son vocabulaire qu'il connaît, et l'image ne devient plus une barrière à ses connaissances. Oui. Sauf que la barrière, justement, nous, on la trouve intéressante. Parce que quand on présente une image, et là, on va partir avec une supposition qui n'est pas, une condition qui n'est pas toujours nécessairement respectée, on va partir avec la supposition que nous sommes devant une image qui fonctionne. Là, je vous rappelle, on est en mode expérimentation. On va trouver des images qui ne fonctionnent pas bien et qu'on va devoir remplacer. On sait d'avance. Ce qu'on ne sait pas, c'est quelles sont les images qui ne fonctionnent pas bien. Ça, on ne sait pas d'avance. Vous allez le voir avant nous sur le terrain. Mais quand l'image fonctionne bien,
Le facteur de difficulté supplémentaire, nous le trouvons intéressant parce que là, qu'est-ce qu'on se trouve à faire avec l'apprenant? On lui donne l'image. Il doit lui-même évoquer comment ce mot-là se prononce et de travailler sur une représentation phonologique du mot que lui-même a construite. Mais il ne peut pas se concentrer sur le mot parce que son attention est portée sur l'image. Donc, il essaie de déchiffrer l'image en fonction d'un phonème, du son vedette, n'est-ce pas? Est-ce que vous n'avez pas fait l'observation que les apprenants, effectivement, réussissent à faire ça? À faire exactement ce que tu viens de décrire, Denise. C'est-à-dire à regarder l'image, à dire ça, c'est un cadeau. Et là, c'est-à-dire de se dire dans sa tête, ça c'est cadeau, et là, de faire l'analyse dans leur tête de cadeau. Mais si ça ne l'est pas, comme pour moi, si ça ressemble à un coup, puis pour l'autre, ça ne ressemble pas d'un coup. Juste à titre d'exemple, dans le mot cadre, pour certains, ça pourrait être une fenêtre. Oui. Alors, Ça peut se à ce moment-là, les exemples sont soit qu'il y a le son ou qu'il ne l'a pas. Pas. Alors, si cette C'est ça. personne-là dit fenêtre, Ben, non, elle il n'y a a pas pas. le son. Il y a. Alors, il l'a très bien fait, pas. l'exercice. Alors, est-ce que dans fenêtre, K est en position initiale? Non. Il n'y en a pas. Mais si l'autre à côté, lui, Du dit cadre. c'est cadeau, puis c'est vraiment ça qu'on voulait, C'est ben là, l'autre ça, va c'est dire, ça. ah ben moi, je ne l'ai pas eu. Non, les deux, Non, c'était bon. non. Les deux, non, Ça ils représente deux interprétent à leur choses. façon, puis ce qu'ils ont donné OK. comme Donc, il n'y a pas de réponse bonne ou est mauvaise valable. Non. réponse. Bien, c'est-à-dire que oui, il y en a une bonne réponse, mais la bonne réponse dépend du stimulus déclencheur que l'apprenant a retiré de l'image. Et quand vous avez deux apprenants qui ne sont pas d'accord sur la présence ou non du phonème initial, là, on peut se parler. On peut voir pourquoi il y en a un qui a dit oui, puis l'autre a dit non. Puis là, on s'aperçoit qu'il y en a un qui a perçu cadre comme étant fenêtre et l'autre a vu cadre comme étant cadre. Et là, tout le monde comprend pourquoi dans un cas, la réponse est oui, dans l'autre cas, la réponse est non. Et ça, c'est important. C'est utile, ce genre de discussion. Oui, mais moi, je le perçois comme je pense toujours à l'estime de soi qu'on parle et tout ça. L'apprenant adulte ne veut pas être dans Elle va une dire, situation de j'ai pas faillite. réussi, yeah. Ben, ça dépend comment. Faire réaliser que c'est deux différents mots. Deux visions différentes. Donc, peut-être à ce moment-là, je dirais, regarde, dans certaines cultures, ce mot-là est utilisé dans d'autres cultures. C'est ça. Il faut Ce juste mot-là savoir est comment utilisé. lire. Alors, c'est même qu'on va être capable de défendre le point de vue de un et l'autre. Ben, moi, je parle même pas de culture, je parle du vocabulaire, de la gamme de vocabulaire que chacun a. Moi, je peux l'avoir dans mon vocabulaire cadre, mais visuellement, la photo, pour moi, ça ne veut pas dire un cadre. Yeah. C'est ça. Oui. Ou bien tu peux dire, comme, en tant que formateur, quelque chose. Moi, souvent, je retournerais la chose pour de l'humour contre moi. Je dirais, oh, toi, tu as des bien meilleurs yeux que moi, parce que moi, j'avais vu, je ne sais pas, au lieu de chaloupe, j'avais vu juste un bateau, puis toi, tu as vu une chaloupe. Moi, j'aime bien mieux ta chaloupe que mon bateau. Il faut juste savoir comment se prendre. Yeah. Je peux ajouter quelque chose? Je sais, on parle de ça, tout ça, mais dans les notes explicatives, c'est bien expliqué qu'au besoin, nommez chaque objet à voix haute avant le début de l'activité pour vous assurer justement que chaque apprenant identifie bien le nom de l'objet. Ce qui veut dire que lorsqu'on les a nommés un par un, tout le monde part sur le même pied. Donc, tout le monde qui a vu le cadre sait que c'est un cadre. Ceux qui ont vu un bateau savent que c'est un bateau. Mais si tu as nommé l'objet avant l'activité, Ouais. ça a quoi si ça a déjà... Ça peut toujours aider. L'activité, c'est identifier le son, mais s'ils savent déjà... Le but, c'est de faire imaginer. Donc, ceci, ça enlève la barrière. Oui, dont je parle. Mais c'est expliqué expliqué là, noir sur blanc. OK. Excusez-moi, je n'ai pas lu. C'est parce que t'es comme moi, t'as pas d'apprenant, je comprends. C'est le cadre. C'est ça, on doit utiliser toujours. On sait qu'au début, ce qu'on a regardé nos notes, on a 15 fiches. On leur dit c'est dur, on leur montre les fiches au début de tout.
Puis par la suite, on commence avec les activités 1.1 jusqu'à ce qu'on arrive à 2.2. Là, mais ils ont quand même vu l'image au début. Ils ont déjà une idée qu'il va avoir un C dur ou pas. Fait que quand ils regardent l'image, oh, c'est vrai, tantôt, elle a dit c'était le coup. Fait, c'est pas de l'inconnu, mais on ne le présente pas juste avant l'activité. On le présente au début, parce qu'on fait quand même le tri de nos fiches avant de commencer nos images. Mais c'est étonnamment, dans certains mots, il n'y a pas de cédure. Par exemple, C'est ça, parce que parasol. C'est ça, Vous nous donnez tout le... Après, dans l'exercice, on va leur dire, on vous montre une image, qu'on vous a montré au début, avec le mot exact qu'on veut que vous utilisez. S'ils ont bien écouté, l'exercice va être très facile, mais s'ils sont un peu distraits, c'est là que la difficulté va avoir lieu. C'est seulement 15 images, c'est pas beaucoup d'images. Parce qu'on les présente au début de chaque activité. Chaque image, ça c'est un cou, ça c'est un pied, ça c'est un genou. On ne répète pas 2 fois, une fois, puis après on commence notre projet pilote. Je trouve que ça les met dans l'ambiance. Ça règle aussi des conflits. Et on répond aux exigences de l'activité. Oui. Hein, on met tous les apprenants sur une base commune par rapport au nom des objets, puis là, on fait l'activité avec l'objectif pédagogique qu'on avait en tête au départ. J'aurais une question à Claire. Si ton apprenant nomme pas l'objet, parce que tu dis que tu l'as juste dit une fois, qu'est-ce que tu fais? Ben, si tu me nommes l'objet qui n'a pas le bon nom, le son n'est pas là, c'est correct. Le son n'est pas là. On continue. Souvent, les autres apprenants s'en aperçoivent pas. Ah, OK? C'est différent quand il y a quelqu'un qui va s'en apercevoir. tu amènes toujours tes apprenants vers la réussite, c'est ce que tu viens de dire. OK, je comprends. OK. L'important, c'est toujours d'engager l'apprenant dans l'activité qui conduit à l'apprentissage qu'on souhaite. C'est ça l'objectif ultime qu'on poursuit. Là, on ne va pas continuer à faire ce genre d'exercice-là tout l'après-midi, mais j'aimerais vous en donner une autre activité. Et c'est la dernière qu'on va faire, qu'on va discuter comme ça. Prenons la dernière, la segmentation phonémique. Alors là, donc ça va être... en fait, ça va être 2.2 parce que celles qui sont entre crochets à l'écran sont des activités qu'on a retirées de la leçon sur cédure. Donc, 2.2, c'est la segmentation phonémique. Alors là, vous l'examinez. Oui, cédure 2.2. Et c'est la dernière qu'on va discuter comme ça, là, mais j'aimerais qu'on refasse le même exercice et que vous nous disiez ce qui se passe dans cette activité, ce que le formateur donne comme stimulus déclencheur et qu'est-ce qu'il veut déclencher chez son apprenant. Alors, commençons par le stimulus déclencheur. Qu'est-ce qu'on a comme stimulus déclencheur ici? La photo. À l'image. Alors, au départ, vous savez qu'on exige, on demande une segmentation phonémique, mais on ne donne pas à l'apprenant un stimulus auditif. Il va devoir, si on lui présente une image, il va devoir générer la représentation phonologique lui-même. Alors ça, c'est important parce que là, au départ, là, vous savez, vous avez une idée. Le choix du stimulus déclencheur détermine la première étape de ce que l'apprenant va devoir faire pour résoudre le problème qu'on lui pose. Il va devoir, si vous cherchez dans son vocabulaire, trouver le mot. Et si on a établi un consensus sur le nom des objets, hein? Parce que je l'avais déjà écrit. Alors moi, Mona, là, je pensais que tu étais brillante. Mais... Oui. Mais... Efficace. Mais tu es encore brillante. Tu nous as fait la démonstration plusieurs fois, on le sait. Oui, je suis brillante. Oui. Donc, on a établi un consensus sur l'identité des objets représentés par des images. Hein? Donc, on a résolu ce problème-là. Hein, Denise? Hein, on l'a résolu? Oui. Bon, alors là,
On s'entend sur le nom des objets. Première chose, c'est quoi encore, Mona? Oui, recherche dans son vocabulaire. Se fait une représentation phonologique à l'interne, hein, et il ne parle pas là, nécessairement. Il dit ça dans sa tête, la prononciation du mot. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il doit dire le mot, probablement. Identification. Oui. Alors là, il doit opérer une segmentation phonème par phonème, hein, parce que c'est ce que la tâche exige. Mais il va le dire déjà pour pouvoir Sans faire doute. cette... Oui, hein. C'est ce qu'ils font? Oui. Ils le disent à voix haute? Oui. Ben oui, Oui. pour voir si on le bon mot. Oui. Pas forcément s'ils ont le bon mot, mais en tout cas, ils partent sur une base. Puis ils peuvent travailler sur ça. Oui. Donc, le fait de le dire, ça permet aussi aux autres de faire le même travail. Oui, donc... Mais n'oublie pas que tu vas aller voir ton verbal sans y penser. Alors, si jamais tu dis un mot, disons, tu dis fenêtre, ton verbal va dire Alors, tu comprends? Oui. Ça, c'est humain, là, de voir, de vérifier s'il y a... Il y a ça, mais il y a également la stratégie d'externaliser la représentation phonologique interne. De manière à, si ton apprenant, il le dit à voix haute, il le renvoie à son oreille pour pouvoir faire l'analyse. C'est une stratégie, ça. Il y a un comportement très stratégique là-dedans. Et après ça... Mais il va dire les différents sons qu'il entend dans ce mot. Oui. Et pour faire ça, ça veut dire que votre apprenant, il doit faire une analyse séquentielle, son par son, de cette chaîne de sons pour pouvoir identifier les phonèmes. C'est du boulot, ça, hein? C'est une activité qui est très exigeante. De l'intelligence. Ah, absolument. Et là encore, ce que vous êtes en train de faire, c'est de conduire l'apprenant à pouvoir travailler avec des représentations phonologiques internalisées et de se donner beaucoup de souplesse à manipuler ces représentations internes. Ultérieurement, votre apprenant va pouvoir lire silencieusement, faire le genre d'analyse que vous voudrez lui demander. Vous lui aurez donné beaucoup d'occasions de travailler de cette manière-là. On ne fait pas ça indéfiniment. Et j'ouvre une parenthèse pour vous dire que quand on travaille dans un modèle d'enseignement explicite comme ce qu'on fait dans le PILA, on ne veut pas faire ça toute la journée. C'est exigeant, ça exige de la discipline. Vous ne voulez pas faire ça là, pendant une très longue période de temps. Vous voulez là, leur donner autre chose, plus relax à faire. On peut seulement faire ça pendant un certain nombre de minutes pendant la journée. On ne peut pas faire ça toute la journée. C'est trop exigeant. Fin de la parenthèse. Est-ce que ce processus-là vient rejoindre une discussion sur les activités interactives? Parce que ça définit exactement comment ça pourrait alimenter? Oui. Ce qu'on pourrait exploiter là, dans un médium informatique, ah, tout à fait. Quand, par exemple, on veut faire du modelage de l'activité par moyen informatique, il faut avoir décomposé l'activité dans une séquence d'étapes. Tout à fait. Alors, pour cette partie-là, on voulait vous faire travailler comme ça pour verbaliser les étapes dans lesquelles on lance l'apprenant quand on le fait travailler dans chacune des activités. Pour prendre conscience et mettre en relief ce qu'on travaille à chaque fois qu'on fait faire aux apprenants une activité particulière. Chaque activité a ses exigences, chaque activité a sa propre séquence d'étapes qui va déterminer la complexité de l'activité et éventuellement, vos apprenants vont réussir à aller faire ces activités plus rapidement. Des activités qui nécessitaient, par exemple, une verbalisation antérieurement. Ultérieurement, vous allez peut-être vous apercevoir que les apprenants n'ont plus besoin de le faire, c'est-à-dire qu'ils sont capables de faire de la segmentation phonémique sans avoir à dire le mot à voix haute. Éventuellement, ils vont pouvoir tout faire dans leur tête. Et ça, en soi, c'est une indication d'un apprentissage qui se fait, une capacité à pouvoir travailler avec des représentations qui restent internalisées. Bon. L'étape 3, là, on retrouve des activités que vous connaissez déjà. L'analyse visuelle du graphème vedette. Alors, comme on introduit la lettre C pour la première fois, là, on l'étudie
en majuscule, en minuscule, en cursive, en caractère imprimé. Ensuite, on veut voir si l'apprenant est capable de distinguer cette lettre d'autres lettres qui lui ressemblent. Alors ça, c'est l'activité sur la reconnaissance visuelle du graphème vedette. Tôt ou tard, vous allez tomber sur un apprenant qui va avoir de la difficulté à faire ça, même si ça vous paraît élémentaire de faire ça. Tôt ou tard, vous allez tomber sur un apprenant qui, par exemple, pourrait être atteint d'astigmatisme sévère et vous allez vous apercevoir que cet apprenant va avoir beaucoup de difficulté à distinguer une lettre en particulier d'autres lettres qui lui ressemblent. Sur le coup, vous ne comprendrez pas nécessairement pourquoi. Mais je vous le dis, à l'occasion, on tombe sur des apprenants, quand on leur fait faire cette activité, qui n'arrivent pas à la faire facilement, parce que la projection de la lettre sur leur rétine est déformée par rapport à une personne qui a une vue intacte. Et pour vous, là, ça peut être une indication que cette personne-là a peut-être intérêt à avoir un ophtalmologiste parce que c'est pas rare de voir des adultes atteints d'astigmatisme. Ils ne sont jamais allés voir un ophtalmologiste ou un optométriste et ils ne savent pas qu'ils sont astigmatistes. Et vous allez peut-être vous en rendre compte par cette activité. Travail d'écriture manuelle. Ce qu'on veut, là, par exemple, quand on introduit les cursives dans chacun des modules, on ne veut pas les amener à avoir une belle écriture cursive nécessairement. On veut juste leur donner l'occasion de s'exercer à tracer la lettre en cursive juste pour connaissance personnelle, pour savoir comment la lettre se trace. Pour l'usage courant, ils vont choisir entre l'écriture cursive, l'écriture imprimée, ce qui leur convient le mieux pour leur communication de tous les jours. Mais dans les modules, on veut leur donner l'occasion de comprendre comment on trace la lettre en cursive ou en imprimé. Ultérieurement, ils feront les choix qu'ils veulent. C'est vraiment eux qui décident. À l'étape 4, là, on travaille sur le décodage du graphème C-dur. On est déjà en train de travailler sur des habiletés fondamentales de la compréhension, mais en passant par la lecture de mots. À l'étape 5, alors là, à l'étape 4, on travaillait en décodage, en lecture. À l'étape 5, là, on travaille dans l'autre direction. Là, on travaille en production, en encodage, en dictée. Alors là, 5.1, on travaille sur dictée de syllabes avec indice. C'est-à-dire qu'on fournit à l'apprenant le nombre de lettres qui va aboutir dans la syllabe qu'il doit transcrire dans son cahier d'écriture. Éventuellement, on va le faire travailler sans indice. Mais là, à ce stade-ci, on lui donne des indices, on l'encadre, on veut qu'il réussisse. On lui donne suffisamment d'indices pour le guider. Et éventuellement, quand on va avoir l'impression qu'il va être capable de faire la même activité mais sans indice, on retire les indices. 5.2, dictée de mots avec indice. On donne le nombre de lettres dans chacun des mots. 5.3, segmentation de mots en syllabes lorsque la consonne médiane est doublée. Alors là, ce qu'on veut travailler dans 5.3, c'est la prise de conscience que dans certains mots, il y a des lettres en position médiane qui vont être doublées. 5.4, dictée de phrases à partir d'une image. Alors là, ce qu'on veut, c'est une activité que vous n'avez pas vue antérieurement. On a un début de phrase, une image qui représente un mot, et là, ce qu'on veut, le stimulus déclencheur dans la dictée est une image, et ce qu'on veut, c'est amener l'apprenant à nommer l'image, de se faire une représentation phonologique, donc de générer sa propre représentation phonologique, et de la transcrire dans son cahier. Je vous montre maintenant les activités prévues à l'étape 6. À l'étape 6, l'enjeu principal, c'est de donner aux apprenants l'occasion de s'exercer à lire, de s'exercer à épeler, de s'exercer à apprendre des mots en dictée. Alors, c'est une occasion extraordinaire. Comme l'objectif est de les conduire à s'exercer, c'est une occasion en or de les faire travailler 2 par 2. Quand on les fait travailler 2 par 2, ça veut dire, par exemple, en lecture 2 par 2, 2 à 2,
une personne lit, l'autre personne l'écoute et suit sur sa page. Et si la personne qui lit fait une erreur, c'est à l'autre de lui signaler l'erreur, de lui donner une rétroaction. Alors, les deux membres sont actifs, mais pas de la même manière. Il y en a un qui lit, l'autre qui écoute et qui suit. On fait une série avec un lecteur. La série 2, on inverse les rôles. Celui qui lisait écoute, celui qui écoutait se met à lire. Et là, donc, ce qu'on essaie de faire dans cette étape, à cette étape, vous avez peut-être remarqué que les apprenants, surtout les débutants, sont très timides devant la perspective de lire à voix haute pour un adulte qui est déjà un bon lecteur. Ce qu'on veut faire ici, c'est de faire lire des lecteurs, de les placer deux à deux, des lecteurs du même niveau, et de les amener à s'exercer à lire ensemble et de s'apporter des corrections au cours de l'exercice. Alors, on fait ça pour la lecture. On fait la même chose pour l'épellation. On fait la même chose pour la dictée de phrase. Alors, il y en a un qui prend la phrase en dictée, l'autre fait la correction, un fait la lecture, l'autre prend la phrase en dictée, et là, on a une opération de correction, l'un corrige la dictée de l'autre. La mise en ordre de syllabes, alors là, on se met à faire en lecture quelque chose de similaire à ce qu'on a fait à l'oral. Dans ce cas-ci, ce qu'on fait de particulier, c'est qu'on présente des mots connus, on mélange les syllabes et on demande à l'apprenant de recoller les syllabes pour faire des mots qu'ils vont reconnaître. Et au début, quand l'apprenant voit ça pour la première fois, bien sûr, il ne reconnaît pas le mot ultime du premier coup. Ce qu'on veut l'amener à faire, c'est à manipuler ces objets que sont les syllabes pour reconstruire un mot qu'ils vont reconnaître. On a fait une grosse erreur. Chocolat. Ne peut pas se trouver là. Non, c'est vrai, tu as raison. Oui. C'est incroyable comment à chaque fois qu'on relit, des erreurs. Oui. Et ça nous donne l'occasion d'ouvrir une petite parenthèse pour vous dire que quand on sélectionne des mots, c'est très facile de voir un mot nous glisser entre les doigts, un mot qui ne devrait pas être dans un module particulier, s'y trouver, c'est-à-dire un mot qui comprend des graphèmes qui n'ont pas encore été vus, parce que, dans un sens, quand on sélectionne les mots, là, on fait l'activité de la recherche de l'intrus. C'est un peu ça qu'on fait, mais à la douzaine de mots. Là. Il y a beaucoup de mots qu'on traite et on se dit, est-ce que ce mot contient un graphème qu'on n'a pas vu? Et dans le lot, il y en a qui vont nous filer entre les doigts, ils vont se retrouver dans un module, ils ne devraient pas être là, on vient en trouver un. Alors, oui. Alors, il ne faut pas vous étonner. Il y a une marge d'erreur la première fois qu'on construit du matériel. Et ça, c'est le genre de truc là ça demande beaucoup de vigilance pour tous les attraper, les mots qui ne devraient pas être dans un module. Et de temps à autre, là, il y en a qui vont s'y trouver. Le mot qui ne devrait pas être là contient le graphème vedette. Alors, on l'a mis là pour une bonne raison, mais on aurait dû le retirer pour également une bonne raison, puis on ne l'a pas fait. Alors, ça va, vous allez voir ça de temps à autre. Et maintenant, vous comprenez pourquoi. Oui, c'est un test. La mise en ordre de syllabes, c'est vraiment une activité intéressante parce que là, vous découpez votre mot en syllabes. Les syllabes deviennent des objets manipulables et à la limite, au début, là, quand vous faites l'activité pour la première fois, on pourrait même inscrire les syllabes sur des bouts de papier et rendre les syllabes mobiles, c'est-à-dire qu'on pourrait conduire les apprenants avec leurs doigts là, à replacer les syllabes pour construire des mots. Pour certains apprenants, ça pourrait être utile d'en faire des syllabes là, sur des morceaux de papier, des syllabes détachables qu'on peut réaligner pour faire des mots. Éventuellement, bien sûr, ce qu'on veut, c'est amener l'apprenant à faire ça dans sa tête, c'est-à-dire de voir un ensemble de syllabes et là, de réorganiser les syllabes dans sa tête pour arriver
à se représenter le mot, la cible, de se représenter le mot qui est la solution de l'énigme. Mais au début, si vous voyez que c'est difficile, ça peut être très payant de les placer sur des bouts de papier puis permettre aux apprenants de bouger ces objets là, comme si c'était des objets matériels. À la 7e étape, là, on se met à faire quelque chose d'un peu différent de tout ce qu'on a fait antérieurement. On se met à introduire quelques mots qui ont une fréquence d'occurrence très élevée et qui peuvent comporter des graphèmes qu'on n'a pas encore vus. Et la raison pour laquelle, alors c'est un peu les mots là qu'on veut présenter. Parfois, ce sont des mots qui ont une orthographe irrégulière, donc on veut les faire mémoriser de toute façon. Parfois, ce sont des mots qui sont réguliers, qui contiennent des graphèmes qu'on n'a pas encore vus, mais qui nous seraient vraiment utiles pour travailler sur, par exemple, la construction des phrases. Un exemple, c'est le verbe « être » à la 3e personne du singulier au présent de l'indicatif « est ». Celui-là, si on peut l'introduire relativement tôt, on va pouvoir travailler avec dans des phrases, on va se donner une latitude pour travailler sur le plan de la phrase. Alors, il y a des mots comme ça qui nous sont des mots qui ont une fréquence très élevée, dont on a besoin pour travailler quelque chose. Alors, on se trouve à les introduire par petits paquets, jamais en grand groupe, dans l'étape 7. Alors, à 7.1, on introduit quelques mots à mémoriser, tels quels. Et ensuite, 7.2, on les réutilise en lecture. 7.3, on les réutilise en dictée. Et encore là, à cette étape, tout ce qu'on veut, là, c'est de nous donner un peu plus de latitude pour pouvoir travailler plus confortablement dans la construction de phrases qu'on veut utiliser soit en dictée ou en lecture. L'étape 8, c'est, on l'a appelé vocabulaire orthographique en contexte. À l'étape 8, là, on se donne, en principe, beaucoup de latitude. C'est la fin des... Il n'y aura jamais d'étape 9. On arrête à l'étape 8. L'étape 8, c'est l'occasion pour nous de faire une sorte de synthèse de ce qu'on a vu dans le module et là, d'être beaucoup plus créateur sur le plan des activités. Alors là, vous allez voir toutes sortes d'activités nouvelles qui vont arriver. On veut avoir de la variété dans l'étape 8, vérification de l'orthographe des mots dans une phrase. Il y a une activité... j'aurais dû m'en faire une diapo pour vous montrer une chose qu'on fait. C'est à l'étape 8, hein, avec les colonnes. Alors... Je pense que ça commence à la fin de ce bloc-là, quelque chose comme ça. Oui. On va vous l'illustrer, puis vous allez voir un peu ce qu'on cherche à faire dans cette activité. Ça, on fait ça là, à la toute fin d'un module. Oui, oui. Alors, l'apprenant se trouve devant une page et là, on lui propose plusieurs options pour le sujet de la phrase, plusieurs options pour le verbe, plusieurs options pour le complément d'objet direct et ultérieurement, complément d'objet indirect. Alors là, ce qu'on fait, on présente cette activité comme une activité de lecture, sauf que l'apprenant choisit les mots qu'il va lire. Ce qu'on ne lui dit pas, c'est qu'en même temps, ça devient une activité de composition. Parce qu'au fur et à mesure que l'apprenant se déplace dans la page de gauche à droite, il choisit par exemple un sujet. Alors, s'il choisit Yolande et Alain, là, on a une contrainte parce qu'il ne peut pas choisir n'importe quel verbe dans cette colonne-là. Il faut qu'il choisisse le verbe qui correspond au premier choix qu'il a fait. Et s'il choisit marche, alors là, il a une contrainte sémantique. Yolande et Alain marchent. Alors là, ça peut pas, le complément d'objet direct ne peut pas être une pomme. Le complément d'objet direct doit être quelque chose qui fonctionne sémantiquement avec le choix qu'il a fait là. Alors, vous voyez, c'est dans ce sens que l'activité est en surface une activité de lecture, mais également, ça devient une activité de composition. Et là, on donne l'occasion à l'apprenant, puis ça peut être une activité qui est très rigolo parce qu'on peut faire des phrases complètement loufoques. On donne l'occasion à l'apprenant d'assembler des mots et de construire une phrase. L'intérêt de cette activité, c'est que
Les parties du discours ont une structure tout à fait prévisible. Et ça nous donne l'occasion de faire travailler les structures de composition de phrases. Et même si, en apparence, on ne fait que travailler la lecture, on se trouve à travailler la composition, la structuration de la phrase et travailler la souplesse dans le choix des mots. Éventuellement, ce qu'on veut voir chez les apprenants, c'est leur capacité à pouvoir assembler les morceaux d'une phrase de plus en plus rapidement et de pouvoir considérer leurs options, d'analyser leurs options de plus en plus rapidement. Au début, on commence par peu d'options et on leur donne tout le temps dont ils ont besoin pour assembler les mots qui va faire une phrase complète. Éventuellement, on élargit le nombre d'options. Éventuellement, on élargit le nombre de colonnes et éventuellement, on va introduire des prépositions, des conjonctions. Donc, on va complexifier la phrase, donc ajouter au nombre de colonnes d'options qu'on offre à l'apprenant. Mais dans la consigne, on est toujours devant une activité dite de lecture. Mais c'est une activité de lecture sélective qui fait que l'apprenant fait des choix au fur et à mesure qu'il avance dans l'activité. Dans l'étape 8, c'est la place pour la nouveauté, on fait des choses nouvelles, on essaie de rompre les séquences très standardisées des premières étapes de chacun des modules et on travaille des choses nouvelles et autant que possible, on essaie de rendre l'activité intéressante et amusante pour les apprenants. Alors, ce qu'on introduit à l'étape 8, là, à la fin de l'étape 8, vous allez voir, à un moment donné, vous allez voir apparaître des tâches où la consigne, c'est l'apprenant doit laisser une note à quelqu'un au sujet de quelque chose. Un rappel, une demande, une note à l'enseignant à propos de son enfant, quelque chose. Ça peut être juste une phrase au début, 2 phrases, 2 petites phrases. C'est pas exigeant, mais on entre dans l'écriture fonctionnelle pour des besoins de la vie quotidienne. Alors, si on récapitule ce qu'on a fait aujourd'hui, alors aujourd'hui, là, on vous a fait faire pas mal de millages. On a voulu rappeler quelques caractéristiques générales du français, situer le PILA dans un modèle d'apprentissage, préciser les 2 modèles principaux d'enseignement que nous exploitons dans le PILA et passer en revue les activités du module 25 sur Cédure et discuter des choix andragogiques mis en œuvre. C'était vraiment le plan de match qu'on avait pour aujourd'hui et nous espérons que ça a été une journée utile et profitable pour vous aujourd'hui.